Quand tu tends vers la passion pure, t'es dans une obsession, t'es dans des tocs et t'arrives pas à t'en sortir. C'est ça l'obsession amoureuse, c'est tu sais que la relation n'est pas bonne, tu sais que tu veux t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Et t'as beau avoir tes copains, copines, tout le monde autour de toi qui te disent c'est une relation de merde, c'est même le pire des conseils parce que toi ça va te culpabiliser, tu sais que c'est une relation de merde mais tu n'y arrives pas. Donc là tu te dis encore plus, tu te dis putain mais je suis vraiment une merde, j'arrive pas, je sais que la relation est éclatée mais j'arrive pas à m'en sortir. Samy, première question, qui es-tu ? Salut déjà, qui je suis, je m'appelle Samy, j'ai 33 ans. Je suis obligé de faire le calcul à chaque fois. J'accompagne des gens sur des problématiques amoureuses. Et là, aujourd'hui, on va essayer de parcourir plein de questions en lien avec les relations interpersonnelles et amoureuses. Et j'ai une approche j'ai un prisme qui est très psychologique. Et je me base beaucoup sur les études de psychologie expérimentale pour tirer des conclusions sur ce que j'observe et sur les problématiques que les gens rencontrent. Super intéressant. J'ai cru voir que tu parlais notamment d'un sujet spécifiquement qui sont les relations obsessionnelles, c'est ça ? Les relations amoureuses obsessionnelles. L'obsession amoureuse, ouais. L'obsession amoureuse. Qu'est-ce qui déjà t'a attiré envers ce sujet ? Je pense que tout le monde a déjà vécu, ou en tout cas beaucoup de gens ont déjà vécu une situation d'obsession amoureuse, d'être dans une histoire dans laquelle ils ne se reconnaissaient plus, ou en tout cas ils n'avaient plus la main. Déjà il faut commencer par définir c'est quoi une obsession amoureuse. Une obsession amoureuse c'est, moi je considère ça comme une pathologie. Il y a plein d'études qui ont mis en avant des liens de similarité entre les drogues, les addictions, les jeux au casino et ce qu'on appelle l'obsession amoureuse. L'obsession amoureuse, c'est quand tu es dans une relation, tu sais qu'elle est mauvaise pour toi, tu sais qu'elle ne te mènera nulle part, mais tu n'arrives pas à t'en sortir et tu développes même des troubles obsessionnels compulsifs. Tu as la personne qui t'obsède. Tu l'as systématiquement en tête. Chez certaines personnes, ça crée des difficultés de sommeil, des symptômes qui sont très proches de la dépression, mais qui sont liés à une relation amoureuse. Comment est-ce que ça... comment est-ce que ça se manifeste ? Donc, tu viens de me donner tous les éléments, mais quelles en sont les principales causes ? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans l'obsession amoureuse ? Est-ce que ce sont des schémas d'enfance, des styles d'attachement, un manque de confiance en soi ? Qu'est-ce que c'est ? T'as plein de raisons. Et aussi, il y a un truc qui revient beaucoup, c'est les gens ils parlent de dépendance affective. Oui. C'est eux qui te disent j'étais en dépendance affective. Moi, je fais déjà la différence entre la dépendance affective et l'obsession amoureuse. C'est-à-dire que à partir du moment où tu répètes des schémas réguliers, où à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu as besoin, tu as des traits anxieux qui se révèlent et tu as besoin de fusionner avec. Là, on peut à la limite peut-être parler de dépendance affective. L'obsession amoureuse, c'est un truc qui peut t'arriver une seule fois dans ta vie. Tu peux, une fois, avec quelqu'un, dans un contexte de vie très précis, pour plein de raisons qui viennent se combiner, développer une obsession amoureuse, ou même ce que certains appellent une limérance, il y a plein de noms qu'on peut donner, qui fait que tu bloques sur cette personne. Tu bloques et tu n'arrives pas à en sortir et tu n'es même parfois plus toi. Et tu as de plus en plus d'échelles qui mesurent l'obsession amoureuse de la même manière que tu as des échelles qui mesurent la dépression. Ok. Ça veut dire que l'obsession amoureuse, elle n'est pas chronique quand la dépendance affective, elle est chronique. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Après, t'as pas de définition. Toi, t'étudies un petit peu la psychologie. Oui, exactement. Tu sais, t'as une référence qui s'appelle le DSM-5, oui. qui est comme un espèce de grand livre oui. qui répertorie les pathologies liées à la santé mentale. Que ce soit la dépendance affective, que ce soit l'obsession amoureuse, c'est pas dans le DSM-5. Mais on est capable de le conceptualiser, on peut mettre des mots dessus et c'est des choses qui s'observent. Donc moi, c'est comme ça que moi je le conceptualise, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une récurrence dans une dépendance affective, c'est le fait de faire des obsessions amoureuses régulières dans ta vie. C'est que tu as du mal, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, que tu rencontres un homme, tu as très vite ce besoin de fusion. Et c'est lié, on pourra en parler après, à ce qu'on appelle la théorie de l'attachement.
avec des gens qui ont des traits anxieux, qui vont avoir un besoin de fusion plus important. Alors, peut-être qu'il me manque des données, mais j'arrive toujours pas à comprendre la différence entre obsession amoureuse et dépendance affective. Dans le sens où j'ai l'impression que la dépendance affective, elle est très liée donc aussi à l'attachement, comme tu viens de dire, mais aussi donc à la personnalité, et que l'obsession amoureuse est un peu une sous-catégorie de la dépendance affective. Tu vois ce que je veux dire ? L'obsession amoureuse, elle est beaucoup plus contextuelle. Tu vois, peut-être qu'à un moment dans ta vie, tu vas, je sais pas, perdre un de tes proches, tu vas avoir un changement de vie une grosse rupture dans ta vie où tu vas déménager, changer de pays. Ça va avoir un impact personnel très fort. Ce chamboulement, il peut impliquer une obsession amoureuse parce que tu vas faire une rencontre derrière et cette rencontre-là, elle va arriver à un moment de ta vie où tu as besoin de quelqu'un, où tu vas retrouver dans le mec que tu as rencontré des traits qui te font te sentir plus en sécurité dans ce moment de ta vie qui était très complexe, où tu as perdu un de tes proches par exemple. Mais ce mec-là, il va avoir un comportement un peu ambigu, où il va souffler chaud et froid, il va pas forcément te donner ce que tu veux, il peut y avoir plein de raisons. Et là, tu vas développer une obsession amoureuse. Mais tu vois, ça c'est très contextuel. Dans un autre moment de ta vie, avec un autre mec, jamais tu te serais retrouvé dans cette obsession amoureuse. Est-ce que du coup on pourrait parler pas juste d'obsession, s'il n'y a pas vraiment la composante d'amour dedans et que c'est plus pour combler un vide, une solitude ou... Ouais, après ça tout dépend de la définition qu'on donne de l'amour. Quelle définition donne-t-on de l'amour, dis-moi Samy? C'est intéressant, c'est une très bonne question ça. Ça c'est une question tellement large. Ouais. Tout le monde a son rapport à ça. Quand tu fais du contenu sur les réseaux, que tu parles d'amour, les gens ils vont dire ça c'est pas de l'amour, ça c'est de l'amour, ça c'est parce qu'ils vont mettre leur propre prisme. Oui. Mais il y a si on veut rester très pragmatique, il y a un philosophe qui s'appelle Francis Wolff, qui a écrit un livre qui s'appelle j'ai plus le nom du livre, mais en gros il conceptualise le sentiment amoureux et il te dit c'est un triangle avec en haut la passion, en bas à gauche le désir et en bas à droite l'amitié. Et où que tu sois dans le triangle, tu as une composante désir et une composante amitié, c'est une forme d'amour. Tu as une composante désir, une composante passion, c'est une forme d'amour. Et où que tu sois dans le triangle, sauf si tu tombes dans les extrêmes, là tu es dans de l'amour. Si tu es dans la passion pure, c'est un rapport sacrificiel à l'autre et tu es dans la souffrance. Si tu es dans le désir pur, c'est purement sexuel et là il n'y a pas de sentiment amoureux. Et si tu es dans l'amitié pure, c'est une colocation avec ton mec. Et cette manière de conceptualiser un peu l'essence du sentiment amoureux, c'est, je trouve, une des plus intéressantes. Après, t'en as plein, tu sais, t'as les trucs Eros, Philia, Agapé, qui sont connus. T'as la distinction entre l'amour-raison et l'amour-passion. L'amour-passion, c'est ce que je viens de te définir, et l'amour-raison, c'est quelque chose de beaucoup plus lié. Il y en a qui vont parler d'attachement, ou en tout cas d'un amour qui est beaucoup plus basé sur la raison, sur la raison, sur le pragmatisme, on va dire. T'as plein de modèles différents. Samy, je vais rebondir sur ça et ça me fait extrêmement plaisir que tu l'abordes parce que je me pose toujours la question et je vois que tout mon entourage aussi se pose toujours la question quand il y a un sujet de relation amoureuse en jeu. Est-ce que on doit plutôt suivre notre raison ou notre passion dans une relation amoureuse? Encore une fois, ça dépend de quel mot tu mets là-dedans, mais en fait, il y a souvent une forme de... Il y a toujours une petite dimension de passion. Mais tu sais, c'est des continuums. Quand tu es avec quelqu'un, même si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, c'est pas la passion amoureuse du début, mais il y a toujours une petite pointe de passion qui fait que tu es avec la personne. Et il faut de la passion parce que c'est la passion, typiquement, qui te permet d'accepter certains défauts de l'autre. S'il n'y a pas de passion, tu passes vite à autre chose. Comment tu définirais la passion? Comment est-ce que tu sais si tu as encore de la passion? Comment tu définirais si tu as encore de la passion? C'est la capacité à accepter des défauts chez la personne que tu n'aurais peut-être pas accepté chez un autre. Ça déjà, tu vois, il y a un côté un peu sacrificiel. Là, je te parle vraiment de passion pure. Et après, bien sûr, c'est dans certains cas, la passion chez certaines, elles leur font accepter n'importe quoi et à rester avec des types qui sont toxiques. Mais
tu peux avoir un peu d'amour-raison et un peu d'amour-passion qui font que tu es dans le juste milieu. On parle aussi souvent, quand on aborde ces sujets, de tomber amoureux. Comment est-ce que tu définirais tomber amoureux? Est-ce que c'est un état amoureux? Est-ce que tomber amoureux, on parle d'amour avec un grand A? Bah après, tu as aussi... ça dépend aussi, donc je te disais, ça dépend de comment tu le conceptualises, mais il y a aussi la différence de culture même, ça joue sur la manière dont on s'engage. Là, on n'est pas dans l'amour, mais un truc beaucoup plus pragmatique, parce que l'amour, c'est un concept qui est très compliqué. Et tu vois, si par exemple on parle d'engagement, selon la culture, quand tu regardes, toi aussi qui fais un peu de psychologie, les études de psycho, elles mettent énormément elles s'attardent énormément sur les différences culturelles. Elles vont te dire, tu as des méta-analyses qui vont reprendre plein de cultures et qui vont regarder les points communs, et dans certaines études, ça va s'attarder sur une culture occidentale en particulier, et ça va comprendre les choses sous ce prisme. Et tu t'aperçois que l'engagement et le rapport aux relations amoureuses, il peut être très différent d'une culture à une autre. Je vais te prendre un exemple un petit peu plus concret pour que tu vois ce dont on parle. Par exemple, la question du mariage, qui est déjà une forme d'engagement. La culture occidentale n'a pas le même rapport à ce type d'engagement que les cultures plus maghrébines, plus liées à la religion, où là, moi je vois bien autour de moi, hein, les maghrébins, ils vont avoir beaucoup plus, je schématise, hein, j'essentialise pas, mais ils vont avoir un rapport au mariage qui est lié à la religion, et ce rapport au mariage, ça va être plutôt une fin en soi. Et ils vont déjà considérer qu'il faut se marier, et qu'ensuite la relation va se construire, et que le sentiment amoureux, il va se construire en partant du mariage. La vision occidentale des choses, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vas déjà apprendre à te connaître, et là, le mariage ou l'union, ou le pax plutôt, parce que maintenant les gens se paxent plutôt, ça va pas être ça va être la conséquence du fait d'être tombé amoureux. Donc ça, à ce point-là, je trouve qu'il était intéressant de mettre en avant, parce qu'il y a plein de manières de voir les choses, il y a un prisme culturel, religieux, il y a... Donc c'est vraiment une définition subjective. Ouais, il y a une part de subjectivité, mais d'ailleurs il y a des gens qui considèrent que le sentiment amoureux, c'est même une construction sociale, que ça n'existe pas, et que c'est le fruit de ta biologie et de tes hormones, qui font que tu vas te sentir amoureux, mais que derrière, en fait, c'est que de la biologie. Et ils vont réduire ça à ça. C'est quoi ton avis par rapport à ça ? C'est un peu réducteur, mais tu sais, c'est un peu comme tous ceux qui expliquent les comportements humains par la biologie, et qui vont te dire, tu sais, tu m'avais envoyé un peu de ta trame là, il y avait la question de l'ocytocine, tu sais, on entend pareil beaucoup sur les réseaux, les femmes tombent amoureuses avec l'ocytocine, mais les hommes, non, c'est la testostérone qui machin, mais ça c'est ultra schématique et c'est faux. Okay. Il y a tellement de trucs qui rentrent. Comme si les hommes déjà ne produisaient pas d'ocytocine quand ils avaient une relation sexuelle, c'est le cas, j'avais travaillé sur ce sujet, j'avais fait des recherches, les hommes aussi, ils créent de l'ocytocine quand ils font l'amour. Oui, c'est pas aussi dichotomique. C'est ça, c'est pas aussi dichotomique. Et surtout, quand bien même il y aurait une petite différence, il y a tellement d'autres facteurs, je te disais, culturels, personnels, extérieurs, qui jouent, que tu peux pas dire, ouais, tu peux pas schématiser de manière aussi simple que ça. Je suis une personne quand même qui a beaucoup de rationalité, donc je suis aussi très émotionnelle, mais je suis aussi quelqu'un de très rationnel. Et j'ai toujours voulu, et jusqu'à aujourd'hui, mais bon, j'essaie de progresser sur ça, de rationaliser l'amour, un peu de créer une équation de l'amour, de qu'est-ce qui provoque l'amour, de qu'est-ce que l'amour... Enfin bref. Et en fait, je me demandais, est-ce qu'on peut vraiment expliquer l'amour rationnellement, donc ce qu'on vient de dire, par des données empiriques, des données scientifiques avec oxytocine, vasopressine et tout le tralala. Est-ce qu'on peut provoquer l'amour avec des techniques ? Parce que tu sais, aujourd'hui, on dit beaucoup, si vous mettez un t-shirt rouge, ça attire les hommes. Si vous faites telle chose, l'homme va tomber amoureux ou la femme va tomber amoureuse. Est-ce qu'on peut l'expliquer rationnellement ? Est-ce qu'on peut le provoquer ? Déjà, je pense que le fait de vouloir ça en dit plus sur les gens qui veulent, qui s'intéressent à ça, et ça en dit. Tu vois, l'amour, c'est un des trucs qui fait le plus souffrir les gens. Donc, par réflexe,
parfois ils en viennent à se protéger, à chercher à se protéger. Et pour se protéger de quelque chose, bah, tu as besoin de tout comprendre, de tout savoir, comment ça se passe, pourquoi, machin, etc. Et du coup, tu es dans un surcontrôle des choses et qui ne fonctionne pas. Parce que c'est pas parce que tu as tout calculé que ça va pas te tomber dessus à un moment ou à un autre. Donc, j'ai plus ta question de départ. Est-ce qu'on peut... on peut toujours essayer, mais c'est comme... les gens quand ils comprennent, c'est un réflexe, les gens quand ils comprennent pas quelque chose ou quand ils souffrent de quelque chose, ils ont ce besoin de... Mais quand on conceptualise le sentiment amoureux, c'est un peu ce qu'on fait, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et tu disais, l'amour c'est quelque chose qui fait souffrir la majorité des gens. Pourquoi est-ce que l'amour fait autant souffrir ? À cause de la passion, c'est ce qu'on disait. C'est que le fait, la passion, ça te met des œillères. Et ça fait que la passion à la base, c'est quelque chose, ça a un lien. Il y a je crois que c'est un philosophe qui s'appelle. Je vais pas dire n'importe quoi, j'ai plus le nom du livre. Mais la passion, c'est quelque chose même presque de religieux à la base. Tu vois, c'est-à-dire la passion du Christ, tu as quelque chose de dogmatique, où ça se passe comme ça, tu ne maîtrises pas la chose, et quoi que tu fasses, ça te tombe dessus et tu ne peux rien y faire. Donc, et après, tu vois, on peut voir ça sous un prisme philosophique, on peut voir ça sous un prisme biologique, et on peut voir ça sous un prisme aussi psychologie de l'attachement. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a un des concepts de la psychologie des relations les plus importants, c'est la théorie de l'attachement. C'est en gros considérer qu'à partir du moment où tu viens au monde, tu es confronté au monde extérieur. Tu es confronté aux gens autour de toi, tu es confronté à ce qu'on appelle des figures d'attachement. Ça peut être ton père, ta mère, une nounou, le neveu, n'importe qui, et qui vont construire, de par leur interaction avec toi, la manière dont toi tu vas t'attacher au reste du monde. Et ça, dans 60% des cas, les gens développent des attachements qu'on dit sécures, donc des attachements relativement sains. C'est-à-dire quand ça se passe mal, ils vont être capables de partir. Quand ils rencontrent quelqu'un, ils vont être capables d'accueillir cette rencontre sans se poser 46 000 questions et d'avoir un rapport un peu sain à ces choses-là. Mais tu as des gens qui ont et ça concerne 40% de la population, qui ont des attachements soit évitants. Eux, ils ont un rapport ils survalorisent l'indépendance. Ils voient leur intimité très vite grappillée, donc ils se retirent beaucoup plus facilement. Et tu as les anxieux qui, eux, cherchent la fusion à tout prix. Et ça, c'est le rapport un petit peu, ça touche à l'amour, mais en tout cas au rapport aux autres et à la vie amoureuse. Comment est-ce qu'on construit ces relations ? Et donc, si la passion met des œillères, est-ce qu'on pourrait la considérer comme une forme d'obsession ? Et après, je vais faire un lien avec les théories de l'attachement. Ouais, c'est quand tu es dans de la passion, quand tu tends vers la passion pure, tu es dans une obsession, tu es dans des tocs et tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est ça, l'obsession amoureuse, c'est tu sais que la relation n'est pas bonne, tu sais que tu veux t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Et tu as beau avoir tes copains, copines, tout le monde autour de toi qui te disent c'est une relation de merde. C'est même le pire des conseils parce que toi ça va te culpabiliser, tu sais que c'est une relation de merde mais tu n'y arrives pas, donc là tu te dis encore plus, tu te dis putain mais je suis vraiment une merde, je sais que la relation est éclatée mais j'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que l'obsession et la passion renverraient au style d'attachement anxieux ? Oui, ça c'est plus en lien, on parlait de dépendance affective, on peut faire plus le lien des dépendances affectives. C'est vrai que les anxieux, mais pareil, même ça dépend, les traits d'attachement, souvent on entend, moi pareil, je fais beaucoup de contenu sur l'attachement évitant. Je parle tu vois, des hommes évitants. Et j'ai des gens qui disent, c'est une blessure profonde, quoi que tu fasses, quoi que tu machin. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas ton père a été méchant avec toi pendant l'enfance et du coup tu développes un style. C'est un truc qui se construit, qui se modifie aussi. Donc on peut modifier nos styles d'attachement. Bien sûr, toute ta vie, tes styles d'attachement, ils évoluent. Et avec les expériences que tu fais, les rencontres que tu fais, tu développes des styles plus ou moins sécures. Si tu rencontres des mecs
qui se foutent de ta gueule, qui se foutent de ta gueule à la chaîne, bah, tu vas développer peut-être un style d'attachement un peu plus insécure, un peu plus anxieux ou évitant, parce que bah, ton expérience de vie, elle t'aura forgé comme ça. Est-ce que ce changement de style d'attachement, il se fait inconsciemment par les expériences ou il se fait avec quand même une introspection de je sais quel est mon style d'attachement aujourd'hui, j'ai envie de le changer et donc je vais faire en sorte de fréquenter d'autres personnes, de ne pas répéter les patterns que je répète d'habitude. Oui, c'est ça, c'est l'enfance, parce que ce qui se passe durant l'enfance, tu sais, c'est comme pour les langues étrangères. Quand on parle à quelqu'un, on lui parle à un petit enfant, tu lui parles anglais, son cerveau il est comme une éponge, il va beaucoup plus retenir. Bah, les comportements que tu vas avoir avec un enfant, si tu vas survaloriser par exemple trop tôt son autonomie et que c'est pas adapté, bah, il va développer plutôt des traits évitants. Parce qu'il va apprendre qu'il a besoin de se débrouiller tout seul, et ensuite, dans sa vie d'adulte, il va avoir plutôt tendance à développer des traits évitants, avoir besoin de se retrouver tout seul, avoir plus de mal à créer des liens avec d'autres femmes. Je me disais, tout à l'heure, tu m'as dit, les hommes ont un style d'attachement plus évitant, et enfin, communément, on dit que les hommes ont un style d'attachement plus évitant et les femmes ont un style d'attachement plus anxieux. Et ça s'exprime par le fait que la femme a plus besoin d'un engagement et d'un couple et d'une officialisation qu'un homme qui va être plus évitant et qui va pas forcément vouloir ça. Ouais, alors c'est un peu, c'est très très schématisé. Femme plus anxieuse, je sais pas, mais c'est vrai que du côté des hommes, il y a un peu plus d'attachement évitant. C'est lié, pareil, on peut dire, hein, il y a peut-être un peu de biologie là-dedans, mais c'est la socialisation aussi, le rapport des hommes à leurs émotions, à l'importance de l'indépendance, à qu'est-ce qui va se passer si tu te retrouves en tant qu'homme dans une obsession amoureuse avec une femme, bah, ça te diminue en tant que mec. Donc tout ça, ça crée un fonctionnement où en tant que mec, tu vas peut-être avoir besoin d'avoir un petit peu ce contrôle par rapport à ta vie amoureuse. Est-ce que tu penses que dans notre société, il y a eu une évolution sur ça? Parce que moi, j'ai quand même l'impression de voir beaucoup plus d'hommes qui ont une introspection, plus d'intelligence émotionnelle, qui savent reconnaître leurs émotions, même les émotions des autres, et qu'à l'inverse, les femmes, justement, deviennent de plus en plus indépendantes, ne veulent pas s'engager, veulent se marier beaucoup plus tard, avoir des enfants beaucoup plus tard, parce qu'elles font passer leur carrière. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça peut se tenir. Bah, c'est aussi le fait que... Alors ça dépend que tu dis avant par rapport à quand. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose... Et là, encore une fois, c'est aussi de la différence culturelle. C'est-à-dire en Occident, en France aujourd'hui, les femmes, elles ont pas besoin d'un mec pour subvenir à leurs besoins. Elles travaillent, elles ont aujourd'hui avec un travail dans des grandes villes, avec un travail dans une grande ville, tu peux, même les classes moyennes, vivre toutes seules et ne pas dépendre d'un mec. Donc forcément, je pense que la conséquence de ça, c'est que plutôt les femmes vont avoir peut-être d'autres critères de recherche dans ce qu'elles cherchent chez un homme. Tu vois, alors qu'avant, on pouvait imaginer, il y a encore beaucoup d'hommes qui croient ça parce que pour certains, ils n'ont que ça. Il y a beaucoup d'hommes qui espèrent, qui aiment ne serait-ce que l'idée d'avoir une meuf qui dépend d'eux. Parce que d'avoir une meuf qui dépend d'eux, ça les rassure. Ils se disent, bah voilà, si elle dépend de moi, finalement, elle va jamais me quitter. Mais si elle est indépendante et que finalement, si ça se passe mal, elle est capable de te quitter facilement, ça fait peur à certains. Et aujourd'hui, du coup, les femmes n'ont plus besoin de travailler pour être indépendantes, et du coup, elles vont peut-être avoir d'autres critères de sélection du côté des hommes. Elles vont mettre beaucoup plus l'accent sur l'intelligence émotionnelle, par exemple. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Et sur... c'est plus ce qui est recherché, c'est même plus tant la complémentarité, c'est il faut que l'autre m'apporte quelque chose que je n'ai pas déjà. Et du coup, ça, pour certains, c'est compliqué. Parce que déjà, il y a beaucoup de mecs qui galèrent financièrement, et t'as des mecs qui galèrent financièrement, et en plus qui, en termes d'intelligence émotionnelle, sont pas au top du top. Donc ça crée des frustrations, et ça rend difficile parfois les rencontres. Comme un peu ce que je disais tout à l'heure, des fois on a des codes, des techniques, voire des fois de manipulation pour justement un peu provoquer la séduction, l'amour, etc. entre notamment les relations hommes-femmes.
Est-ce que, tu sais, aujourd'hui avec TikTok, on voit Ouais. plein de conseils, il faut faire ci, il faut faire ça, red flag, green flag, etc. Est-ce qu'il faut vraiment se conformer à ces codes dans le sens où l'homme doit chasser, la femme doit se faire désirer, c'est l'homme qui doit faire ci, c'est la femme qui doit faire ça. Quid, par exemple, aujourd'hui, des femmes qui sont super entreprenantes, qui font un rôle qu'on pourrait considérer d'homme, est-ce qu'il faudrait qu'elles diminuent, qu'elles soient plus dans la féminine énergie? Est-ce que, enfin, quid tu vois, de tout ça, de l'énergie masculine, l'énergie féminine? Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on a tellement de conseils aujourd'hui qu'en fait on sait même plus si on doit rester nous-mêmes, si en fait on doit se conformer à ces codes, et si ça fonctionne pas. Ouais, là tu fais beaucoup référence à des contenus qu'on voit sur les réseaux, sur TikTok et sur Instagram. Mais je pense que la réalité elle est beaucoup plus nuancée que ça. En général, la plupart des gens, sauf quelques profils, une fois qu'ils sont dans une relation, tu vois, une fois qu'ils trouvent l'amour et que c'est réciproque, ils sortent de ces trucs-là. Je pense que c'est le symptôme du fait de la frustration et du fait que les gens s'entendent plus et que effectivement peut-être que les femmes maintenant elles cherchent autre chose du côté des hommes, que peut-être les hommes ils ont du mal à trouver leur place et les gens n'arrivant pas à construire des relations qui sont saines, ça les frustre. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est aussi ce que tu vois autour de toi. Si tu vois autour de toi des gens qui arrivent à être ensemble et que toi tu galères, c'est super culpabilisant. Tu te dis putain, ma copine elle va se marier, machin, ma soeur elle vient d'avoir des gosses, et moi je suis là, je fais des rencarts Tinder avec un type bête comme ses pieds. Donc tu te dis putain merde, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu te compares aux autres et là tu cherches des solutions. Ce truc-là que tu me dis, la énergie masculine, énergie féminine, c'est des trucs... ça fonctionne pas comme ça. C'est pas... Il y a un truc, ouais, ça c'est relativement récent, où on te dit, oui, il faut que tu sois plus dans ton énergie féminine si tu veux un homme avec une énergie masculine. Déjà, faudra définir ce que ça veut dire, énergie féminine, énergie masculine. Quand bien même on mettrait des mots là-dessus, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut que tu trouves il faut que tu trouves un homme qui matche avec toi, ta personnalité. Mais ouais, ça, je trouve, ça fait beaucoup de bruit, parce que ça fait beaucoup parler sur les réseaux, parce que c'est très viral. Mais moi, franchement, le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça sur TikTok, c'est des contenus qui sont... qu'il faut culpabiliser, qui sont nocifs, qui te font catégoriser le sexe opposé. De plus en plus, les gens, ils s'identifient énormément à leur sexe. Et ça c'est un truc qui est vieux comme le monde. Hein. T'as Freud qui parlait de narcissisme des petites différences. C'est-à-dire qu'on considère qu'un groupe social auquel on appartient, qu'un groupe social auquel on n'appartient pas, on va le considérer comme beaucoup plus hostile. Et tu retrouves ça sur les réseaux sociaux, quand les gens parlent des hommes, des femmes, tout de suite, automatiquement, ils s'identifient à ce groupe social et ils considèrent le groupe social duquel ils n'appartiennent pas comme hostile, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Mais ça, c'est un biais psychologique. La réalité, elle est plus nuancée et subtile que ça. Et avec tous ces stéréotypes, ces biais, ces préjugés, on a aussi la question du body count. Les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui disent moi j'ai envie que la femme elle soit vierge, ou en tout cas qu'elle ait un body count très bas, parce que voilà, sinon je la considère comme une fille facile, etc. Il y a d'autres hommes qui sont complètement déconstruits, qui acceptent que la femme elle couche avec tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a forcément cette question de avec combien d'hommes la femme a couché, alors qu'on se la pose pas tant de questions pour les hommes? Pourquoi est-ce que les hommes ils mettent tant d'importance sur ça, pour ce qu'ils font? Comment ça fonctionne tout ça? Ça pareil, tu peux avoir on pourrait avoir l'approche psychologie évolutionniste qui explique effectivement les hommes. Tu vois ce que c'est la psychologie évolutionniste? Non, dis-moi. C'est remis en question par plusieurs personnes, mais c'est critiqué par pas mal de personnes, mais il y a des choses qui sont pertinentes et que tu vois, on va considérer par exemple que le fait que la différence de la jalousie entre les hommes et les femmes, elle est liée à la capacité d'enfanter, et que le fait que pendant longtemps, pendant des milliers d'années à la préhistoire, les hommes que les femmes étaient capables de savoir que leur enfant venait d'eux, mais que les hommes ne pouvaient pas savoir que leurs enfants venaient d'eux parce qu'il n'y avait pas les tests de grossesse, ça a construit un rapport à la jalousie et un rapport de possessivité différent, qui font que les hommes apportent énormément d'importance. Quand je dis les hommes, encore une fois, il faut préciser de quoi on parle. Il y a une tendance masculine qu'on retrouve, qui est que une partie des hommes apporte beaucoup d'importance
à l'exclusivité sexuelle, ou en tout cas au fait que leur partenaire femme, elles aient de la distance avec la sexualité avec d'autres hommes. Et ça, c'est un truc aussi, on peut parler de possessivité. Bien sûr, c'est un truc de possessivité qui s'est construit et qui a construit des schémas après de socialisation. On peut dire, est-ce que c'est la biologie? Est-ce que c'est construction sociale? Tu sais, t'en as qui te disent, c'est la biologie. Testostérone, machin, les hommes sont machin parce que testostérone. Bon, ça, c'est du raccourci. Et à l'inverse, t'en as qui te disent, c'est de la construction sociale. C'est-à-dire, les hommes sont comme ça parce qu'on les a éduqués plus petits à ne pas montrer leurs émotions, etc. etc. La réalité, c'est que c'est les deux. C'est que la construction sociale, elle ne peut exister qu'en étant la conséquence de quelque chose. Pourquoi est-ce que les choses se sont socialement construites dans cette direction? Pourquoi est-ce que c'est pas les femmes qui montrent... Pourquoi est-ce que c'est pas aux femmes qu'on a moins appris à montrer leurs émotions? Pourquoi c'est dans l'autre sens? Pourquoi est-ce que c'est les hommes? Tu vois, c'est ça la vraie question. Et quand tu creuses un peu, tu remontes. Après, c'est comme une pyramide. Tu as la biologie, qui est quelque chose de très qui a construit l'être humain. Et ensuite, tu as des dynamiques sociales qui se sont poussées les unes avec les autres, qui se sont percutées, qui se sont encouragées, améliorées. Et ça a construit nos comportements aujourd'hui. Mais tu peux pas dire, c'est un raccourci de dire c'est la biologie, c'est la testostérone, donc les hommes sont comme ça. Et c'est un raccourci, c'est incomplet de dire c'est une construction sociale. Parce que la construction sociale, elle n'est pas par magie. Et en parlant de biologie de construction sociale, j'ai l'impression qu'au niveau de la biologie, on n'est pas fait pour être monogame, alors que la construction sociale, justement, a fait qu'on doit aujourd'hui, entre guillemets, ou en tout cas c'est la majorité, être monogame. Sauf que, quid de la question des tromperies, il y en a qui disent voilà, c'est la biologie, on n'est pas fait pour être monogame, etc. Pourquoi on ne serait pas fait pour être monogame? Parce que au niveau de la biologie, par exemple, l'homme, il va coucher avec plusieurs personnes parce que lui, il n'est pas engagé dans enfanter un enfant pendant 9 mois, etc. Alors que la femme, elle l'est. Et en fait, on remarque que dans plusieurs cultures, elles ne sont pas forcément monogames. Pourquoi aujourd'hui, on aurait tant la question de tromperie? En fait, si on reste même sur la biologie, tu as des avantages à être monogame et tu as des avantages à être exclusif. Pour que l'être humain il soit là aujourd'hui, et pour que dans des milieux très durs pendant la préhistoire, pour qu'un humain survive, il avait besoin d'une famille qui soit unie et d'un cocon. Il avait besoin. Si le père de l'enfant se barrait avec une autre et qu'il laissait sa femme avec son petit, le petit il survivait pas. Donc tu vois, même d'un point de vue évolutionniste, on peut trouver des arguments qui te disent on est codé pour une certaine forme de monogamie. Est-ce que ce serait pas une forme d'aliénation dans le sens où quand on a eu justement la conception de la religion, etc., avec l'Église qui construit tout ce schéma familial de mariage, monogamie, enfants, etc., est-ce que ce serait pas simplement pour avoir une bonne organisation, une construction de la société, plus que pour des raisons biologiques? Oui aussi. Bah après en fait la biologie t'as des avantages. T'as des avantages à l'infidélité et t'as des avantages à l'exclusivité. Les avantages à l'infidélité, c'est effectivement trouver un partenaire avec des gènes qui soient plus performants et du coup faire prospérer ta lignée entre guillemets quoi, et ensuite avoir des enfants qui soient forts et qui soient en bonne santé et du coup pouvoir faire perdurer l'espèce. Et de l'autre côté, tu as des avantages à rester monogame parce que si tu te barres, bah, ton enfant qui est seul avec sa mère, il peut pas grandir, donc tu as besoin d'un socle quand même solide. Et après, effectivement, il y a la socialisation qui part-dessus ça, met des lois, et après il y a la question de la morale, il y a la question de la religion, qui vient par-dessus. Mais après, c'est la question, c'est aussi la question de est-ce que c'est meilleur pour l'homme une société libertaire ou alors une société qui avec beaucoup de morale. Bon, là on rentre sur des questions qui sont philosophiques et on s'éloigne un peu du sujet, mais tout ça pour dire que c'est des questions qui sont complexes et qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et que souvent on entend des raccourcis, quoi. En parlant de relations sexuelles, parlons de l'orgasme masculin. On parle souvent de l'orgasme féminin, mais pas assez de l'orgasme masculin. Je voulais savoir si... Alors, on a cette conception que l'orgasme masculin est beaucoup plus facile à atteindre que l'orgasme féminin, parce que la femme est super complexe, etc. Mais qu'est-ce qui favorise justement
l'orgasme masculin? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus visuel? Est-ce que c'est plus émotionnel? Parce qu'on sait qu'avec les femmes, on a plus besoin d'être à l'aise, de confiance, d'attachement. Un peu moins pour les hommes. Donc ça, c'est encore tout des stéréotypes, des préjugés, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dirais sur ce sujet? Je pense que déjà, il y a un truc qui, encore une fois, on va préciser, hein, quand on dit les hommes ou les femmes, quand je dis les hommes, je parle même pas je parle pas de la majorité des hommes. Je parle même pas je parle pas de tous les hommes, je parle pas non plus de la majorité, c'est une tendance qu'on retrouve chez les hommes. Et la même chose pour les femmes. Et donc, déjà, quand on part de là, on peut parler en se comprenant. Déjà, le premier truc qu'on observe, c'est que les hommes s'intéressent beaucoup moins au plaisir sexuel, en réalité. Quand tu regardes sur Instagram, tu sais, tu connais les comptes Jouissance Club ou des comptes sur la sexualité, sur le plaisir sexuel. Ils sont dans l'immense majorité tenus par des femmes et ils sont suivis dans l'immense majorité par des femmes. Il n'y a pas de compte, ou alors peut-être pour des communautés plus homosexuelles, mais qui sont beaucoup moins suivies. T'as pas de compte pour les hommes hétéros sur le plaisir sexuel masculin qui sont suivis par des hommes. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les hommes s'intéressent pas tant au plaisir sexuel, mais plus c'est plus l'idée de conquête et de finalement je vais réussir à coucher avec cette femme qui est intéressant pour un homme que cette idée de je vais prendre du plaisir avec une femme. Ça arrive en second. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi très intéressant, tu me parlais de l'orgasme. Il y a plein d'hommes qui sont même pas conscients du fait qu'ils n'ont pas systématiquement d'orgasme. C'est-à-dire que souvent on considère, plein d'hommes et plein de femmes, hein, ils vont considérer que éjaculation vaut orgasme. Mais en réalité, ça fonctionne pas comme ça. Tu as plein de situations où tu éjacules et tu prends plus ou moins de plaisir. Mais finalement, ça fonctionne un peu comme l'orgasme féminin. Tu vois, tu as des niveaux de jouissance qui sont différents. Mais c'est la même chose pour les hommes. Et comme les hommes, c'est visuel, parce qu'une éjaculation, là, on la voit, on la sent, bah on a tendance à faire ce raccourci en disant oui, il a eu un orgasme. Non, il a éjaculé, mais peut-être qu'il n'a pas pris de plaisir. Donc ça veut dire qu'un homme pourrait prendre par exemple plus de plaisir. Alors, si l'homme n'éjacule pas, est-ce qu'il peut prendre plus de plaisir que s'il éjacule du coup? En général, par contre, il y a une nécessité d'éjaculer. C'est-à-dire même si l'éjaculation, c'est le truc qui vient une fois que tu l'atteins, après t'as une espèce de relâchement. Tu vois, t'as besoin de ce truc, sinon t'es dans une frustration. Tu vois, si t'as pas éjaculé, t'es dans une frustration, mais tu peux même éjaculer, et ensuite t'auras pas cette frustration, mais t'auras pas forcément pris de plaisir. Donc il y a plaisir, éjaculation, pas forcément plaisir, éjaculation, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Il peut pas y avoir, il peut y avoir une forme de plaisir sans éjaculation, mais il peut pas y avoir, il peut y avoir des orgasmes sans éjaculation, mais c'est beaucoup plus rare. Mais le point que je voulais montrer, c'était que comme la femme, il y a différents niveaux de prise de plaisir du côté des hommes. Et en parlant de ça, je sais que en ce moment, c'est un sujet qui est très peu parlé, mais dont j'entends beaucoup parler autour de moi, notamment parce que j'ai eu beaucoup de conversations avec plusieurs amis à moi, donc hommes, et plusieurs témoignages et manifestations de ce phénomène. C'est notamment le porno. On a une addiction qui est quand même accrue aujourd'hui au porno, notamment de la part des hommes majoritairement. Et les hommes disent que c'est souvent, il y a souvent beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, qu'il n'y a pas forcément de maîtrise de soi. Qu'est-ce que tu penses de cette addiction au porno? Est-ce que ça atteint aussi les relations sexuelles avec d'autres personnes? Je sais que c'est un sujet qui est très tabou et dont ils n'osent pas du tout parler en général. Ouais, ça c'est pas le sujet que je maîtrise le plus, mais oui, quelques trucs à dire là-dessus, c'est que effectivement ça c'est un sujet tabou, mais c'est pas tant le porno en tant que tel qui pose problème, c'est plus l'addiction au porno et effectivement ça construit chez certains mecs peut-être le rapport aux femmes qu'ils vont avoir, et quand tu consommes très très jeune du porno, ça peut avoir des effets de bord. Bon, ça c'est largement étudié. Je trouve qu'on en parle quand même pas mal. Moi je vois pas mal de contenu là-dessus sur les réseaux sociaux. Une étude qui était intéressante que j'avais remarqué, c'est que du côté de la consommation de porno chez les femmes, ça avait tendance à avoir plutôt, dans certains cas, bon, c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut, hein, des effets positifs, parce que ça va développer un rapport à leur corps qui est beaucoup, qui les éloigne que j'ai pas mon mot, mais de la,
du complexe qu'elles vont avoir. Et donc, le fait de s'éloigner de leur complexe, ça les libère quelque part dans leur vie sexuelle avec les hommes, donc ça augmente la satisfaction sexuelle dans leur relation. Ce qu'on observe moins du côté des hommes finalement. Parce que finalement, la problématique des hommes dans la relation sexuelle, c'est la pression de la performance. Tu vois, de vouloir absolument performer et de mettre un enjeu de la performance. Problématique des hommes, c'est la pression de la performance, et problématique des femmes, c'est plus le rapport à leur corps qui vont faire qu'elles vont se sentir beaucoup plus, qu'elles vont avoir beaucoup plus de mal à lâcher prise et donc à être satisfaites sexuellement. Je ne sais pas s'il y a forcément de solutions ou de conseils par rapport à ça, mais qu'est-ce que justement tu conseillerais aux hommes ou même aux femmes qui sont addicts au porno et en fait qui ont des conséquences néfastes sur leurs relations sexuelles ou même sur leur rapport à eux-mêmes? Ça dépend aussi s'ils sont en couple ou pas. Ça dépend si le partenaire aussi est au courant ou pas. Mais ça c'est plus c'est comment est-ce qu'en couple aussi peut-être tu peux intégrer le porno dans ton couple, tu vois, ça peut être une solution dans certains cas, de plutôt que d'avoir ce truc, tu es en couple et tu as cette addiction solitaire, de réussir à intégrer le porno en couple. Ça peut être une solution qui ne fonctionne pas avec tout le monde parce que tu as plein d'hommes qui ont un rapport à ces choses-là où ils segmentent énormément et ils n'imaginent pas. Ils ont leur fantasme parfois de violence dans leur rapport au porno, parfois certains à des prostituées, et ils ont un rapport beaucoup plus classique dans leur sexualité avec leur femme, et ils segmentent tellement que pour eux c'est inimaginable de concilier les deux. Mais tu vois, ça peut être tu me demandais un conseil, ça peut être une piste à creuser. Et en parlant de couple, aujourd'hui on a vraiment une prépondérance des applications de rencontres, et je voulais savoir ce que toi, donc avec tout ce que tu sais, la psychologie évolutionniste, les constructions sociales, etc., qu'est-ce que tu penses des relations des applications de rencontres? Est-ce qu'elles favorisent justement des meilleurs couples quand c'est la finalité, parce qu'on a des meilleurs matchs, parce qu'on a les critères, on choisit la personne en fonction des critères et c'est très rationnel, ou est-ce que au contraire les personnes qui sont sur des applications de rencontres, en fait ils sont pas vraiment prêts pour une relation à long terme? Est-ce que c'est qualitatif? Est-ce que c'est plus quantitatif? Enfin, qu'est-ce que tu penses des applis? Déjà, les applications, c'est un moyen pour faire des rencontres. Et tu sais, souvent, j'entends même autour de moi, une fille d'application de rencontre ou un mec d'application de rencontre, ce sera très difficilement sérieux. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde célibataire à un moment, il a été sur une appli ou il a une appli dans son téléphone. Surtout, plus tu avances dans l'âge, plus les rencontres elles sont difficiles. Donc c'est devenu archi commun. Et une femme que tu vas rencontrer dans un bar ou un homme que tu vas rencontrer dans un bar, tu l'as rencontré dans un bar, mais peut-être que dans son téléphone, il y a Tinder ou Winge. Mais ça ne fait pas de lui un mec d'application de rencontre. Toi, tu l'as pas rencontré sur appli, mais tu aurais pu le rencontrer sur application. Donc je pense il y a des gens qui catégorisent, qui disent voilà, les rencontres par application c'est compliqué, ou ils ont du mal par ce moyen. Mais et ça c'est une évidence, la plupart des gens ils aimeraient bien faire une rencontre dans la vie réelle, mais par défaut, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils passent par les applications. Mais les applications, le problème des applications, un des problèmes des applications, c'est que c'est ultra codifié. C'est ultra codifié, et que pour tomber amoureux, il faut souvent une forme de spontanéité et d'originalité. Il faut que cette relation, que ce mec que tu rencontres, ce soit différent des autres. Si tu es sur une application et que tu fais le 10e verre qui ressemble aux 9 autres d'avant, et que tu es dans une consommation un peu industrielle, il peut pas naître, il n'y a rien de spontané, il n'y a rien d'original, et c'est très difficile de faire naître, de te faire te dire oui, avec ce mec-là c'est différent. Surtout qu'au début tu le connais pas, au début les gens ils portent un masque, souvent c'est les mêmes questions qui reviennent parce qu'ils ont fait plusieurs rendez-vous avant. Donc plus tu fais de rendez-vous sur les applications de rencontre, plus c'est difficile ensuite de rencontrer quelqu'un. Oui, parce que les applis, c'est super chronophage déjà, de rester sur l'appli, de trouver des matchs, de voir les personnes. Enfin,
En fait, je sais pas comment dire, mais je pense que les gens préfèrent justement se rencontrer en dehors des applications de rencontre parce que déjà le storytelling est mieux et il y a quelque chose de plus naturel et spontané qui se fait. C'est pas forcément un CV et puis on match et après il y a tellement le paradoxe du choix aussi qui j'ai l'impression est vraiment le gros inconvénient des applications de rencontre parce qu'on se dit toujours j'ai accès à beaucoup plus, j'ai accès à mieux et si je trouve mieux après, à côté, etc. Ouais. Alors que peut-être qu'on a déjà une très très bonne relation, un très bon potentiel avec une personne, mais on est tout le temps dans le futur, dans le paradoxe du choix. Ouais. Mais du coup, la question qu'il faut se poser, c'est ok, si j'ai pas le choix de rencontrer que via appli, comment est-ce que je sors de ces trucs-là ? Comment est-ce que je fais pour que les rencontres que je vais faire, elles prennent quand même une dimension spontanée qui fasse qu'aucune ne se ressemble ? Et en fait, le problème, c'est que ça demande des efforts. Ça demande des efforts, mais est-ce que tu es prête ou prêt à faire des efforts pour quelqu'un que tu ne connais pas ? Et tu sais pas ce qu'il vaut. Donc c'est très difficile. C'est pas évident. Et je sais pas ce que t'en penses, et moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages aux applis de rencontre, notamment parce que tous ceux que je connais qui sont sur les applis de rencontre, il y en a beaucoup, en fait c'est pour un ego boost, c'est simplement pour voir leur match et ils parlent même pas, ils commencent à peine une conversation, ils ont pas d'énergie pour la continuer. J'ai vraiment l'impression que c'est même pas sur quelque chose sur le long terme, où les relations se font vraiment sur le long terme, et je voulais savoir ce que t'en pensais, si tu trouvais quand même des avantages. Les avantages, oui, c'est que tu peux faire des expériences, tu peux rencontrer des gens, mais il y a quand même beaucoup plus d'inconvénients. Ouais, mais c'est surtout que les gens, ça leur coûte rien d'être sur une appli et que c'est de la facilité. Bah, du temps quand même, du temps. Mais ouais, mais ça c'est eux qui rencontres. choisissent de le mettre ou pas. Ouais. Mais oui, il y a de l'ego boost, il y a plein de raisons, mais dans le fond, tout le monde, personne n'est contre l'idée de trouver l'amour. Il n'y a personne disponible émotionnellement se dit non, j'ai pas envie de trouver l'amour. Tu vois, tout le monde, même si on se dit je suis pas là pour ça ou ça m'intéresse pas ou quoi, dans le fond du fond, tu rencontres quelqu'un qui te fait vibrer, tu vas pas, à moins d'avoir un attachement très évitant ou un rapport à un attachement particulier, ça va te faire ressentir quelque chose et tu vas y aller. Et comment on sait si on est disponible émotionnellement ? Comment est-ce qu'on sait si on est prêt pour une relation sérieuse de couple sur le long terme ? Si tu compares, la question c'est plus qu'est-ce qui fait que t'es pas disponible. Si tu compares par exemple toutes les rencontres que tu fais à ta rencontre précédente par exemple, ça c'est que t'es peut-être encore dans il y a peut-être une petite teinte d'obsession amoureuse encore et que tu n'es pas tout à fait disponible émotionnellement. Si à chaque fois tu te trouves des objections à la rencontre que tu vas faire en comparant la personne à d'autres, à tes ex par exemple, ça c'est typique d'un comportement évitant. Le fait de le rapport aux ex et le fait de à chaque fois que tu vas faire une rencontre, quelque part tu compares en bien ou en mal avec une expérience passée. Mais est-ce que la comparaison elle est pas inévitable ? Parce qu'avec toutes les expériences qu'on va accumuler, on va forcément se dire cette personne que j'ai vue elle était un peu plus drôle, cette personne c'était un peu mieux au lit, cette personne elle était un peu plus profonde. Et... Oui, bien sûr. Non, mais c'est quand la comparaison elle devient une objection que là ça dit quelque chose de ta disponibilité ou de ton attachement. Sinon, bien sûr, qu'on compare tous, ou on se même inconsciemment, on ne va pas le formaliser, mais bien sûr. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as aussi la cofondatrice de Hinge, Logan Rie, elle disait on a deux catégories de personnes, on a les maximizers et les satisfizers. Et en fait, les maximizers, ce sont les personnes qui veulent vraiment maximiser le potentiel de la personne avec qui ils se retrouvent. Donc en fait, ils veulent un peu une perfection dans la personne, c'est-à-dire une complétude. Et c'est pour ça qu'en fait, ils trouvent jamais la personne, parce qu'ils se disent toujours ah non, il y a ce défaut, ah non, il y a ça, et moi je veux mieux, plus parfait. Alors que les satisfizers, ils se disent en fait, là j'ai un potentiel de bonne relation. Je sais que la personne, elle a ses défauts et j'accepte qu'elle ait des défauts et certains défauts, etc. Et j'ai l'impression qu'on est dans une société avec beaucoup plus de maximizers que de satisfizers et je me demande si c'est justement à cause de ce paradoxe du choix ou de vouloir tout le temps optimiser, voire même avec le parallèle de productivité en fait. On veut tout optimiser, le temps, les personnes avec qui on est, les potes, les amis, le couple, enfin... Ouais, mais c'est pour ça que quand t'es dans cette situation, il faut te dire, faut essayer de revenir dans le passé et te dire ok, la fois où j'étais en relation avec quelqu'un et que ça a pris et que c'était bien, alors si ça n'est jamais arrivé c'est embêtant, mais se dire ok, qu'est-ce que cette relation avait de particulier, pourquoi avec elle ça l'a fait et pourquoi là je n'arrive pas à me retrouver à repartir dans quelque chose qui fonctionne. Alors, il faut se demander est-ce que c'était vraiment pour des critères intrinsèques
à la personne, à la relation, ou alors est-ce que c'était contextuel, ou que cette approche que j'avais de la relation, elle était différente à ce moment-là. Parce que ce que tu dis est vrai, mais ça, on peut pas faire grand-chose. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, les gens, ils sont sur les applis, faut l'accepter. Ou alors ne pas aller sur les applis, mais trouver d'autres moyens. Mais si tu es sur les applis, faut accepter et te dire, ok, comment est-ce que je peux, entre guillemets, tirer mon épingle du jeu et faire en sorte d'être satisfaite sur le plan amoureux. J'entends beaucoup dire en ce moment que les jeunes ont beaucoup moins de relations sexuelles, qui se marient plus tard ou alors qui se marient pas, qui veulent moins d'enfants. Comment est-ce que tu expliquerais ça ? Sur l'engagement, moi j'avais regardé et il n'y a pas moins d'engagement qu'avant. C'est juste que l'engagement il prend une nouvelle forme. Les gens ils se paxent beaucoup plus maintenant. Et si tu regardes les chiffres pax plus mariage, il y a plus d'engagement maintenant, même qu'il y a 20 ans. Il y a plus de pax, même maintenant qu'il y a 20 ans. Donc ce truc de les gens ont peur de l'engagement ou les gens ne veulent pas s'engager, je trouve que c'est un peu caricatural et dans les faits, tu l'observes pas. Les gens se paxent. C'est juste que tu les entends moins. Ils sont satisfaits de leur relation, donc tu les entends pas râler. Maintenant avec les réseaux sociaux, tu vois le pire du pire des relations. Mais tu n'entends pas les gens chez qui ça se passe très bien. Ça c'est... Du coup, si tu es beaucoup sur les réseaux, ça peut créer un biais où tu te dis mais putain, personne veut s'engager, tout le monde s'entend pas bien, les mecs ils se comportent comme n'importe comment. Mais une personne qui n'est pas sur les réseaux et qui va avoir un entourage relativement sain, elle va pas avoir la même expérience que toi. Mais quand tu regardes les chiffres, les gens s'engagent encore. Mais pourquoi les gens se paxent plus en ce moment ? Bonne question. Je pense que le mariage, comme il y a moins de, comme le religieux a peut-être beaucoup moins d'impact, les gens ils ont besoin de formaliser l'engagement et le Pax ça a quelque chose peut-être de plus souple, qui est plus moderne, j'imagine. Tu penses qu'il y a une désacralisation du mariage puisqu'il y a une diminution de la religion, de la spiritualité Oui, je pense que oui, ça joue, mais je trouve que les gens quand même on est dans un pays qui est de plus en plus agnostique, athée, tout ce que tu veux, il y a quand même beaucoup de mariages je trouve. Donc ça reste. Mais voilà, c'est une autre forme, il y a plusieurs manières de s'engager, d'autres formes d'engagement. Après on peut se dire ok, c'est la symbolique de l'engagement et ensuite derrière qu'est-ce que ça veut dire l'engagement ? Qu'est-ce que ça implique ? Samy, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle ? En une phrase, pour rester peut-être sur les relations amoureuses, je pense que il faut commencer par accepter de prendre le risque de souffrir. Et que tant que tu n'acceptes pas de prendre le risque de souffrir, tant que tu mets des murs, des objections, d'une part, tu ne seras jamais satisfaite sur le plan amoureuse, mais en plus, c'est pas ça qui va te protéger de la souffrance. Donc tu as tout intérêt à avancer en te disant, en acceptant de souffrir. Merci beaucoup. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.